Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette autre livraison de Regard Social. La vague de poussière soulevée par le drame des Eka commence à s'estomper. Le ciel nuageux de la catastrophe ferroviaire la plus dramatique de l'histoire du Cameroun présente les signaux de l'espoir. L'espoir justement de voir ou alors d'établir la vérité dans le rapport de la Commission nationale et présidentielle à pied d'œuvre depuis plusieurs mois, chargée justement de faire la lumière sur cette catastrophe qui a coûté la vie à de nombreux Camerounais. Mais attention, en attendant justement ce rapport, l'opinion publique nationale semble les avoir oubliés, les disparus, ou alors les introuvables, ces hommes et femmes qui occupaient pourtant ce train 152, devenu train de la mort et dont on est sans nouvelles depuis cette catastrophe ferroviaire qui a secoué le Cameroun, qui a bouleversé l'opinion publique nationale et internationale. Dans les différentes familles, c'est une situation de deuil impossible, mais en même temps, c'est le drame. Le drame et surtout l'espoir d'avoir enfin des nouvelles. Paradoxalement, dans les différentes institutions ayant la charge d'établir la lumière sur les zones d'ombre, on semble vivre un silence, un mur de Berlin qui inquiète les familles. Ce soir, nous nous posons une question essentielle. A-t-on oublié les disparus ou alors les introuvables du drame ferroviaire des Eka? C'est la question centrale inscrite à l'ordre du jour de ce énième numéro de Regard Social, avec bien sûr l'éclairage des experts qui devront intervenir en deuxième partie dans cette livraison avec d'autres témoignages et surtout d'autres révélations plutôt troublantes sur cette histoire. Je vous invite à rester attentifs tout au long de cette émission. Retrouvons-nous dans une poignée de secondes avec notre témoin qui est déjà en plateau. A tout de suite. Malgré la douleur qui traverse cette famille, elle a accepté tout de même de s'ouvrir aux questions de Regard Social pour nous en dire un peu plus sur leur quotidien depuis la disparition de l'un des leurs. Et ce soir, nous recevons Madame Marie-Louise Nkembe. Bonsoir Madame. Bonsoir Eric. Et bienvenue sur le plateau de Regard Social. Alors, vous êtes sans nouvelles de votre frère depuis la catastrophe ferroviaire des Eka. Tout à fait. Alors, que s'est-il passé? Où en êtes-vous? Alors, que s'est-il passé? J'ai échangé avec mon frère il y a à peu près 3 semaines, jusqu'à la veille de l'accident. On échangeait de façon très intense, de façon très dense. Et puis, j'apprends la nouvelle de la route qui est coupée. Et puis, quelques heures plus tard, je suis au fait de l'accident de train. Et je me souviens la veille il m'avait dit qu'il ira à Yaoundé. Et donc, et tout de suite, j'essaie d'avoir des nouvelles. Donc, sur notre petit forum familial, je lui dis Joe, où es-tu? Avec tout ce que j'entends, j'espère que tu vas bien. Donc, je n'ai pas de retour. J'essaie de l'appeler. Premier numéro, deuxième numéro, troisième numéro, je n'ai pas de retour. L'un des numéros passe quand même, ça sonne dans le vide, mais personne ne me décroche. Et j'avoue que je panique. Et donc, dans les échanges, je demande à mon frère cadet, est-ce qu'il a des nouvelles? Et c'est à ce moment qu'il me dit, de toi à moi, ton frère est dans le train. Il était dans ce train. Le train 152, oui. parti de Yaoundé. Oui. Et depuis lors? Et évidemment, depuis lors, nous sommes sans nouvelles. Nous sommes sans nouvelles. Il y a eu comment je vais dire ça, toute la famille s'est mobilisée, que ce soit à Douala, que ce soit à Ezeka, que ce soit du côté de Yaoundé,
Donc toute la famille s'est mobilisée pour se lancer dans les diverses recherches et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas de nouvelles. Mais est-ce que vous avez des évidences qui attestent effectivement de ce qu'il était présent dans ce train? Alors déjà, du retour que j'ai eu de mon jeune frère qui était sur le site et ainsi que de mon époux et quelques proches qui ont passé ce week-end à Ezeka, donc on a pu retrouver sa carte d'identité, on a pu retrouver un de ses téléphones portables cassés, on a pu retrouver, je crois, sa carte bancaire et puis son sac à dos. Et puis c'est tout. Mais aucune trace de lui. Malgré toutes les recherches Oui. qui ont été entreprises jusqu'ici par la famille. Tout à fait. Vous n'avez pas de nouvelles, mais est-ce que vous avez pu au moins vous rapprocher de la compagnie en charge de la gestion de... Oui, je sais qu'il y a eu des démarches administratives de ce côté-là. Nous avons déposé une série de requêtes pour lesquelles, jusqu'ici, je dirais, ont été reçues de façon favorable par Camrail. Donc, comme quoi, je ne sais pas si je dois dire rassurante, mais c'est un peu comme pour nous dire, nous avons pris note de votre avis de recherche, nous avons pris note de vos requêtes et nous reviendrons vers vous, c'est tout. Du peu que je sache. Est-ce que vous bénéficiez d'un appui psychologique quelconque? Alors, jusqu'ici, pas d'appui psychologique. Je ne pense pas qu'il y ait eu des psychologues qui soient allés voir mes parents ou en dehors des démarches entreprises par mon jeune frère et mon époux, et puis d'autres membres de famille auprès de Camrail, mais on n'a pas, je veux dire, Camrail n'est pas venu à nous, ils ne sont pas venus vers nous. Alors, mais comment la famille vit ça? À quoi ressemble le quotidien? C'est très difficile, c'est très difficile. On essaie de sortir on essaie de vouloir avancer, mais c'est difficile parce que c'est tout frais. On n'a pas... c'est difficile, c'est très difficile parce que sur le plan familial, on ne peut rien entreprendre. C'est un statu quo et c'est difficile. Vous en parlez au moins recueillements, prières? Beaucoup de prières, ça je le sais, que ce soit sur le plan familial et puis des proches. Beaucoup de prières, oui. Maintenant, en parler, on en parle. Moi particulièrement, il n'y a pas un seul jour où je ne pense à mon frère. Il n'y a pas un seul jour qui passe. On en parle, on échange, on essaie de collaborer. Qu'est-ce qu'on fait, où on va, on en parle, on en parle. Et comment on arrive à surmonter ça pour vaquer à ses occupations quotidiennes? J'avoue que je pense que c'est le Seigneur. Je pense que c'est le Seigneur parce que c'est un coup très dur. C'est un coup très dur. C'est tout frais. Il y a des moments où on craque, mais après on se ressaisit, on se dit il faut bien que les choses avancent. Il faut bien continuer de vivre pour soi-même, il faut continuer de vivre pour ceux qui sont là, il faut continuer de vivre pour... Et puis, sait-on jamais, peut-être qu'il reviendra un de ces jours, peut-être qu'il est, je ne sais pas. Parce que nous n'avons aucune évidence, on sait qu'il a disparu, mais jusque-là, nous n'avons aucune évidence qui nous permette d'anticiper peut-être sur je sais pas, la décision divine et de de déclarer quoi que ce soit. Donc, c'est un peu dans cet état d'esprit qu'on gère le quotidien. Et les enfants? Les enfants sont au fait que
Leur papa est en déplacement, il a voyagé. Alors la fille est née, je me dis qu'elle elle est très éveillée, donc peut-être qu'elle a des soupçons, mais tout laisse à croire qu'elle a des soupçons. Elle ne pose pas à moi particulièrement, elle n'a pas posé de questions. Et les enfants savent que peut-être que si papa n'appelle pas, c'est parce qu'il n'est pas dans une zone couverte. Je ne sais pas. Il n'arrête pas de s'interroger, de se poser des questions. Où est papa? Je voulais dire à moi particulièrement, ils ne posent pas de questions. Ils ne mentionnent pas, ils ne font pas mention de cela. Peut-être que ceux qui étaient sur place et qui ont vécu le drame jusqu'à ce jour, qui ont peut-être mieux géré les enfants, pourront vous en dire plus. Ouais, ils pourront vous en dire plus. Mais vous ne leur avez pas dit ce qui s'est passé? Jusqu'ici, pas de détails. Jusqu'ici, pas de détails. Et c'est un choix? Je ne dirais pas que c'est un choix. Je ne dirais pas que c'est un choix, mais je pense que au-delà de tout, nous devons travailler avec la maman. Je pense que nous devons non seulement nous soutenir, mais c'est un processus dans lequel nous devons l'accompagner et on ne brusquera pas les choses en tout cas. On ne souhaite pas, on ne brusquera pas les choses. Et les parents, comment ils vivent ça? Les parents, c'est un peu plus difficile. Les parents sont beaucoup plus sensibles, ils sont beaucoup plus fragilisés que nous. Pour des personnes du troisième âge, si vous perdez ou si vous avez une situation comme celle-là, vous faites face à une situation comme celle-là, moi c'est mon frère, mais il s'agit de leur fils. Il s'agit du fruit de leurs entrailles. Donc c'est très difficile. Nous essayons de les encourager, de les motiver. J'ai eu du mal les premiers jours à pouvoir échanger avec mes parents, de pouvoir communiquer avec eux, parce que étant sous le choc, je ne savais pas, il fallait déjà que je sois suffisamment forte pour appeler, pour écouter et essayer d'être un encouragement. Essayer d'être un encouragement. Donc, mais c'est pas évident, c'est pas évident. Quelles sont les hypothèses rendues à cette heure qui traversent votre esprit? C'est le temps qui passe qui m'angoisse énormément, mais je voudrais garder une lueur d'espoir. Pour l'instant, je voudrais garder une lueur d'espoir et... L'espoir de quoi? De le revoir? De le revoir. De le revoir. Ça tient peut-être sur un fil, mais je préfère garder cette lueur d'espoir. Et quel est votre vœu ce soir? Je ne dirais pas un vœu, mais je parlerai de prière. Dieu étant le maître de toutes les situations, ma prière est que nous ne soyons pas plus longtemps que ça dans cette incertitude. Ma prière au Seigneur, c'est que nous ne soyons pas plus longtemps que ça dans cette incertitude. Nous savons qu'il est le Dieu souverain, il fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Mais ma prière est que nous ne soyons pas dans l'incertitude de façon définitive ou je ne sais pas. Un message à l'opinion nationale?
À l'opinion nationale, je dirais une catastrophe, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais je pense que déjà, je sais que tous les Camerounais ont été choqués par non seulement ce qui s'est passé. Mon souhait serait que la lumière soit faite sur ce drame, sur cette catastrophe. Je souhaiterais également que les parties concernées prennent leurs responsabilités jusqu'au bout. C'est-à-dire? S'il y a des enquêtes, que ces enquêtes soient faites et qu'on soit éclairé sur comment je vais dire ça, les résultats ou je sais pas, qu'on soit éclairé là-dessus. S'il y a un accompagnement du côté sur le plan médical, que cela soit fait de façon propre. S'il y a des recherches qui sont toujours en cours, mon souhait serait que ce soit centralisé, que les informations circulent, que nous soyons informés, que nous puissions savoir combien d'hôpitaux à ce jour ont accueilli, que ce soit les corps, que ce soit les blessés, qu'on sache qui sont ceux qui sont en réanimation, parce que je me dis qu'il y a certainement des personnes qui sont, je ne sais pas, oubliées quelque part. Parce que j'ai vu à travers les réseaux sociaux, par exemple, une liste. On me disait, enfin j'ai vu soi-disant hôpital La Quintini, je dis ok, il y a tel. Qu'en est-il de ceux-là qui sont en réanimation? S'ils ne peuvent pas parler, s'ils ne peuvent pas, ils ne savent pas où ils sont, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se gère? C'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça qu'on a besoin. On voudrait être éclairé, on voudrait ressentir cet accompagnement, on voudrait d'une certaine façon que des comptes nous soient quand même rendus. Parce qu'il s'agit de nombreuses familles qui se retrouvent dans cette situation. Il s'agit des victimes, il s'agit des morts. Donc je sais pas, que l'État ne soit pas silencieux. Que l'État ne soit pas silencieux. Que chacun fasse son travail. Jusqu'ici, vous n'avez pas eu de réponse à ces préoccupations? En ce qui concerne ma famille, je ne sais pas ce qu'il en est des autres victimes. Je ne sais pas, peut-être que les autres ont été informés. Mais je parle bien de votre cas, dans votre famille. Dans notre famille, jusqu'ici, on n'a pas eu un quelconque retour. On n'a pas eu un quelconque retour en dehors des démarches qui ont été entreprises par, je dis bien, nos membres de famille, nos proches, nous-mêmes. Donc, on n'a pas eu de retour en dehors de ce cadre-là. Et comment s'opère la communication avec l'entreprise Camrail? C'est nous qui allons vers eux quand besoin se fait ressentir. On essaie d'avoir des avis sur le plan juridique, sur le plan social, sur le plan administratif. On écoute beaucoup, nous sommes assez attentifs pour savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Je veux dire, quand on se lève, on va chez Camrail. Ce n'est pas parce que Camrail nous a dit forcément venez, mais c'est parce qu'on se dit il y a telle chose qu'il faut faire. Et il faut qu'on aille vers eux. Et on le fait. Mais d'après les informations qui nous ont été révélées par nos équipes qui étaient sur le terrain, il y aurait encore des wagons qui n'auraient pas été soulevés. Est-ce que vous y êtes allé? Est-ce que vos idées, vos hypothèses ne sont pas orientées vers cette piste-là? Personnellement, je n'ai pas été à Ezeka. Je n'ai pas été sur les lieux du drame. Mais votre frère y a été. Oui. J'avoue que, étant d'une certaine façon éloignée de ma famille à ce moment-là, j'évite de poser un certain nombre de questions. C'est vrai que j'ose de temps en temps
J'essaie de pousser pour toutes les personnes qui étaient vraiment sur le terrain. Je peux poser des questions bien ciblées, mais je n'ai pas cette hypothèse de wagons qui n'ont pas été soulevés. Personnellement, j'y ai pensé et j'en profiterai pour demander à Camrail qu'est-ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est vrai, il y a eu... j'ai appris que le BIR était sur le site, il y a eu beaucoup que ce soit la Croix-Rouge et tous les secours nécessaires. Mais est-ce qu'on a pris la peine après ça de repartir sur les lieux? Est-ce qu'il y a une seconde fouille? Est-ce qu'il y a eu une troisième fouille? Est-ce qu'il y en a eu une quatrième? Est-ce qu'il y en a eu une cinquième? Voilà autant de questions. Ok, bien. Beaucoup de courage, madame. Beaucoup de courage dans cette épreuve, ô combien difficile nous l'imaginons. Beaucoup de courage dans cet exercice, surtout dans cette épreuve, puisque le revoir, votre frère, c'est bien votre désir, le désir de cette famille qui souffre énormément du silence de son fils. Nous l'avons rencontré, cette famille, à Douala, dans la capitale économique du Cameroun. Nous proposons de suivre ce reportage qui met en scène d'autres acteurs de cette famille qui racontent leur quotidien. Leur quotidien qui raconte ce drame dans ce reportage qui porte la signature de Flavien Balondongo et Dany Warren Zede. Et juste derrière, nous donnons la parole à nos experts. A tout de suite. Vendredi 21 octobre 2016, que le train 152 a fini sa course folle à la gare ferroviaire des Eka. C'est dans le département d'Union-Ekile, région du centre. Sur le site du drame, les wagons endommagés sont encore visibles. Les populations des Eka qui ont terminé avec les rites de purification du site et des personnes. Dans ce triste accident ferroviaire, des familles ont retrouvé les corps des leurs
soit dans l'une des morgues recensées à Douala, Yaoundé, Edea ou Ezeka, soit sur le site de l'accident. D'autres ont pu revoir les accidentés qui, au fur et à mesure que leur situation s'améliore, retournent à leur domicile. Au lieu dit Cité des Palmiers à Douala, un quartier du 5e arrondissement de la capitale économique. Les premiers jours, je me disais que on allait le retrouver, peut-être à l'hôpital, peut-être quelque part. Mais les journées ne font que passer. Je perds espoir. Où se trouve Joe, de son petit nom? Est-il encore en vie ou déjà mort? Personne n'a des réponses à toutes ces questions. Il était parmi les gens qui étaient dans le train. Et la suite, c'est qu'il n'a pas été retrouvé. On ne le voit pas. On a seulement retrouvé sa carte d'identité, son portable. La réalité pour l'instant, c'est qu'on ne sait pas là où il est. On ne sait pas s'il est, on ne sait pas s'il n'est pas. Et nous n'allons pas précéder le Seigneur. Même s'il y a un verdict, nous n'allons pas déclarer ce que nous n'avons pas vu. Nous n'allons pas déclarer sa mort si nous n'avons pas vu son corps. Joseph Ntonga Poindina, l'un des passagers du train 152, est porté disparu. Joseph, marié et père de 2 enfants, âgés respectivement de 6 et de 5 ans, est recherché. Il a disparu. Les progénitures ne cessent de demander leur papa, invisible depuis plusieurs semaines. Les grands-parents continuent d'entretenir le suspense, parce qu'eux aussi sont sans nouvelles de Joseph. Pour les enfants, on n'a pas encore trouvé la bonne méthode. On n'a pas trouvé la bonne méthode.
Les enfants, c'est la fille qui me pose des questions. On ne leur a pas encore rien dit. Mais ils sont en train de... Puisque quand leur papa voyageait souvent, il les appelait. Mais depuis là, ils n'ont pas de coup de fil. Surtout la fille. Quand je l'appelle, elle me demande que tu es avec qui à la maison. J'entends les voix des gens au téléphone. Je lui dis que non, je suis avec papa, avec Pachou. Et c'est la télé qui... Désormais difficile dans cette famille de parler de Joseph au passé ou encore au présent, car il n'est que porté disparu. L'homme à tout faire de la grande famille Mpoindina fait l'objet des fouilles par ses frères et sœurs depuis le vendredi 21 octobre 2016. En termes de démarche, mon jeune frère il est plus au front et nous sommes un peu au fait les uns des autres de ce qui se passe sur le plan administratif. Il a été chez Camrail, on a déposé une sorte d'avis de recherche. Et puis je sais que au-delà de ça, il y a eu d'autres démarches qui ont été faites à leur niveau. Ils nous disent que nous espérons simplement que ils vont se manifester d'une façon ou d'une autre pour nous donner un feedback, pour nous donner une réponse, pour nous dire quelque chose, Je vous avoue que c'est très difficile pour le vécu au quotidien. C'est très très difficile. On se lève avec beaucoup de foi, on se lève avec beaucoup de courage. Nous croyons fortement en Dieu. Pour moi, je me dis, peut-être qu'il est inconscient. Si jamais il est encore vivant, peut-être qu'il est inconscient quelque part. En même temps, je me pose la question de savoir, est-ce qu'on peut rester aussi longtemps dans l'inconscience? Connaissant mon frère, je sais que s'il avait tous ses sens, il se serait manifesté d'une façon ou d'une autre. Même n'ayant pas nos numéros de téléphone, je sais qu'il aurait dit, je suis là, je suis quelque part, contactez tel, allez voir tel à tel, dites-lui qu'il vienne, dites-leur de venir. Difficile pour les parents de fermer l'œil de la nuit. On ne dort pas. Depuis, il n'y a pas de sommeil. On se réveille en sursaut. La nuit, on n'arrive pas à dormir. On ne dort pas. Il y a d'autres membres de la famille qui disent avant, Céline, la mère de Joseph, par ailleurs la confidente de son fils, à qui elle a trouvé des petits noms pour marquer la complicité qui anime ou animait les deux, renforce sa foi chaque jour en lisant la Bible, dans l'espoir d'être un de ces 4 matins situé sur le sort réservé à son premier geste. Et je prie. Je me dis qu'un jour, on ne sait jamais, mais comme la chair est faible, je vais voir comment. Dieu au contrôle. Ce n'est qu'à Dieu que je remets toutes choses.
au contrôle. Il est au contrôle. La famille est traumatisée. Personne ne veut croire que Joseph est mort, car la dépouille n'est pas visible. La question des disparus de l'accident du train 152 n'est pas que l'affaire de la famille Mpoindina. Plusieurs autres sont dans la même situation. Les disparus du drame des Eka, c'est une autre phase de cet accident ferroviaire qui a fait plusieurs. Ainsi va cette famille qui caresse le rêve de revoir son fils un de ces 4 matins, qui caresse le rêve de le revoir tant cette famille souffre de son silence. Alors tout de suite, nous rentrons dans le vif du sujet avec nos experts qui sont en plateau ce soir pour nous édifier sur les zones d'ombre qui pourraient structurer la question du traitement réservé aux disparus à la suite de ce déraillement du train 152 devenu malheureusement le train de la mort. Alors ce soir, pour en parler, nous recevons avec beaucoup de plaisir le docteur Jangwe Herero. Bonsoir docteur. Bonsoir Eric. Et bienvenue sur le plateau de Regard Social. Vous êtes psychologue clinicien et vous avez suivi de bout en bout cette phase, cet épilogue plutôt dramatique de l'histoire ferroviaire de notre pays. Quelle est votre réaction à l'écoute du récit, du témoignage de cette famille, docteur? Merci Eric de libérer un peu d'espace pour contempler ce drame depuis la perspective de ce qui se passe émotionnellement, psychologiquement, dans la tête des victimes directes, mais aussi des victimes indirectes. Je voudrais pour commencer dire mon affection, dire ma compassion à l'adresse de ces familles, à l'adresse aussi même de certains soignants qui ont dû gérer de manière un peu improvisée l'afflux des victimes et qui en sont eux aussi traumatisés. Dire ma solidarité à tout cela et puis en m'inclinant devant la mémoire des personnes qui sont décédées, dire à ces familles que, en tant que professionnels de la santé mentale, nous savons, nous sentons et nous éprouvons avec elles la tragédie, l'abasourdissement, le désarroi, l'hébétude, en quelques mots, le traumatisme inévitable qui peut être consécutif à une telle expérience. Ça concerne les victimes primaires, ça concerne les victimes secondaires, mais il y a quelque chose d'encore plus tragique et presque injuste. C'est que le traumatisme de l'événement en lui seul, qui est suffisant pour détruire de manière prolongée des existences et des vies individuelles ou familiales, même des vies de communauté, mais à ce traumatisme lié au décès et à la disparition réelle des gens, vient s'ajouter pour celles-là qui n'ont pas de nouvelles, quelque chose de supplémentaire, injuste, l'incertitude, le manque d'information. Parce que quand on a au moins la certitude d'être confronté à quelque chose d'irréversible, c'est-à-dire que notre proche disparu est définitivement mort, les circonstances sont insoutenables, il y a quelque chose quand même qui va permettre, si le travail est fait, de penser ou d'envisager une vie possible. C'est le travail du deuil.
Or, ce travail de deuil est rendu impossible par l'absence d'informations et c'est un peu comme si le cerveau des familles concernées était pris en otage. Jusqu'à quand? Nous en parlerons tout au long de cette émission. Docteur Djengwe Herero, vous qui êtes l'un des professionnels de la santé mentale les plus disponibles pour cette émission. Monsieur Thomas Tanké, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dumo. Bienvenue sur le plateau de Regard Social. Merci de m'avoir convié. Vous êtes ancien cheminot, vous êtes ancien chef de sécurité, ancien responsable de l'organisation du travail dans les gares au Cameroun, ancien inspecteur du fret, donc vous connaissez de toutes les façons mieux. Vous avez une parfaite maîtrise du système ferroviaire dans notre pays pour y avoir travaillé pendant de longues années. Alors, quelle est votre réaction ce soir, de prime abord, à l'écoute de ces récits plutôt effroyables de ces familles? Bien, écoutez, je ne sais pas si les êtres humains bien constitués peuvent être insensibles à ce que nous venons de voir tout à l'heure, ou alors d'imaginer ce qui s'est passé et avoir le sommeil doux. Et je dois préciser, peut-être que vous avez oublié dans vos notes, que j'ai été aussi formateur en exploitation ferroviaire pendant de très nombreuses années. Bon à savoir. Merci beaucoup. Alors, je crois que le professionnel en a suffisamment parlé. Je veux tout simplement dire que, en tant qu'être humain, ayant mes sensibilités, ayant mes forces et mes faiblesses, on ne peut qu'avoir ses yeux pour pleurer par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques 2 ou 3 semaines à Ezeka. C'est vrai, on n'a peut-être pas fait le tour pour voir toutes les familles, mais cet échantillon que nous avons vu nous enseigne à suffisance. Tout simplement parce que nous, en tant que spectateurs, en tant qu'experts ou alors médecins et autres, je suis certain que notre rôle, c'est tout simplement d'avoir de la compassion vis-à-vis de ces personnes. Nous ne serons jamais dans leur tête. Nous ne serons jamais dans leur corps. Tous ceux qui vivent ce drame, tous ceux qui ont perdu des hommes, des personnes qui sont vraiment mortes ou d'autres qui ont disparu, on ne sera jamais dans leur tête. Et c'est l'occasion pour moi de dire une fois de plus, patience. Très bien. Bien, nous en parlerons tout au long de l'émission et nous espérons qu'avec vous, monsieur Thomas Tanké, nous serons davantage édifiés sur les hypothèses, les hypothèses plausibles, voire tangibles, ayant conduit à ce déraillement dramatique du train à Ezeka, dans la région du centre du Cameroun. Alors, maître Charlotte Yakounté, bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Regard Social. Vous êtes avocate inscrit au tableau de l'ordre. Vous suivez à la loupe l'évolution de l'actualité. Alors ce soir, vous avez écouté le témoignage de cette famille échantillon parce qu'il y en a d'autres qui vivent le même calvaire. Quelle est votre réaction? À la suite des 2 premiers intervenants, ma réaction n'est pas loin de la leur. Je veux dire que nous souffrons tous de ce silence injurieux que Camrail a institué et entretient au fil du temps. Entre le 21 octobre et aujourd'hui, il y a bien plus de 2 semaines. Et moi, je crois que, quelles que soient les raisons pour lesquelles Camrail aurait opté pour le silence,
à l'entame de cet incident, le temps aurait voulu. Ce que vivent les populations camerounaises auraient voulu, je voudrais dire, aurait déterminé Cam Rai et même l'État du Cameroun à sortir de ce silence que je qualifie d'injurieux, que je qualifie de méprisant, que je trouve méchant. Tout à l'heure, le psychologue a dit que tout se passe comme si les cerveaux de ces familles dont les membres ne sont pas retrouvés et qu'on appelle endroits disparus, que leurs cerveaux sont pris en otage. Je dis c'est assez grave et j'aurais bien souhaité avoir sur ce plateau un membre de Cam Rai parce que je m'attendais à être éclairé sur ces choses pour lesquelles je me pose 1001 questions depuis. Très bien. Je vous rappelle, Maître Charlotte Tchakounté, que nous avons sollicité en bonne et due forme la société Cam Rai et malheureusement le siège va rester vide tout au long de cette émission. Qu'à cela ne tienne, avec vous, nous allons rentrer dans le vif du sujet pour aborder les questions purement techniques, dans le but d'édifier l'opinion sur ce qui s'est réellement passé. Tout à l'heure, vous nous direz un mot sur l'éligibilité de cette famille dans le processus d'indemnisation et d'appui financier qui est accordé aux différentes familles. Cette famille est-elle éligible ou pas? Vous nous en direz davantage tout à l'heure. Mais rentrons dans le vif du sujet avec vous, Monsieur Thomas Tanké, vous qui jouissez de longues années d'expertise dans le secteur ferroviaire dans notre pays. Alors, dites-nous, ce drame était-il prévisible? Ce drame était-il prévisible? C'est une question à réponse multiple. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le chemin de fer fonctionne avec les textes réglementaires, ces textes, à mon avis, constituent déjà des mises en garde ou des mesures de sécurité à prendre, n'est-ce pas, pour assurer, j'ai espéré, excusez-moi de répéter le terme, la sécurité des circulations. Alors, s'il était prévisible, oui. Pourquoi? Parce que à partir du moment où un train on donne le départ d'un train, il peut arriver tout ce qu'on peut imaginer. Il peut y avoir une défaillance humaine. Mais sur le cas précis, Bien. tel que vous observez, d'un point de vue technique, Oui. qu'est-ce qui a bien pu se passer? Bien, qu'est-ce qui a bien pu se passer? À la conclusion générale, et en suivant aussi les médias, il est désormais plus ou moins établi que c'était une défaillance du système de freinage de ce train. Et cette défaillance constitue en langage ferroviaire un incident de circulation. L'élément qui génère l'accident de circulation. Parce que si il n'y avait pas eu cet incident, c'est-à-dire si le train n'avait pas perdu son autonomie de freinage, l'accident ne serait pas arrivé. Parce qu'au chemin de fer, on fait une distinction entre l'incident et l'accident. L'accident est toujours consécutif à l'incident. Ça, c'est un petit terme professionnel que je voudrais déjà qu'on puisse entendre dessus pour qu'il n'y ait pas de manque de... pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, comme vous dites. Alors, en réalité, ça pouvait être prévisible. Si vous permettez que j'aille plus loin, peut-être que vous allez poser la question plus tard. J'ai déjà dit ça une fois. La coupe en long, c'est-à-dire quoi? Les levées topographiques du chemin de fer de Douala à Ngaoundéré montrent
sais pas, à partir du moment où on part de Douala, on monte en altitude jusqu'à Ngaoundéré. Naturellement, il y a aussi les plateformes. Et pour le cas d'espèce, puisque l'accident est survenu entre Makak et Ezeka, particulièrement entre Milom et Lomé, qui est une gare intermédiaire entre Makak et Ezeka, cette portion de voie présente l'une des déclivités les plus dangereuses du chemin de fer. Parce que la déclivité ici est exprimée à environ 15 pour 1000. En d'autres termes, si un train, quelle que soit la nature, ne parvient plus à freiner par ses propres moyens, ce train va à la dérive. Ça dit quoi? Il ne peut plus s'arrêter. Et à partir du moment où la distance est longue, plus ce train roule, plus aussi il gagne en vitesse. Et je me souviens, pendant que j'étais encore dans l'entreprise, dans cette entreprise, il y avait déjà d'autres accidents qui étaient survenus sur la même portion de voie. Si j'ai bonne souvenance. 98-99. Non, avant 99, entre 1996, je donne une grande fourchette entre 96 et 98. Entre 95 et 98. Je n'ai plus les dates exactes à la tête. C'est juste à titre d'histoire, pour qu'on garde ça en mémoire. Et j'en parle avec autant d'aisance parce que sur le plan familial, j'étais concerné par, n'est-ce pas, la catastrophe qui était arrivée. L'un des conducteurs ou du personnel de l'équipe de conduite, mais particulièrement proche. Mais d'où vient la défaillance? La défaillance vient tout simplement de ce que, subitement, le conducteur ne parvient plus à envoyer le signal de freinage sur sa rame. Voilà tout le problème. Et s'il vous plaît, permettez-moi d'aller encore un peu plus loin. Au niveau des écarts, quand il y avait eu ces incidents, parce qu'il y en a eu un autre train de travaux, un train ballast, avait aussi dérivé, un conducteur, je me rappelle son nom, était décédé. Je ne voudrais pas dire son nom sur le plateau, mais son nom est là. Et du coup, l'entreprise avait pris des mesures de sécurité pour éviter que pareil accident ne survienne, ou incident et accident ne surviennent. En faisant quoi? Étant donné que la gare de Makak présente un profil de voie pratiquement sur un plateau, tous les trains, je dis bien tous les trains, de quelque nature que ce soit, marchandises, de travaux, voyageurs et même des trains spéciaux, avaient un arrêt obligatoire à Makak, du moins les trains dans le sens Douala-Yaoundé, qu'on appelle les trains pairs, comme le 152 qui a connu cet incident, cet incident et accident, avait marqué un arrêt obligatoire à Makak. Pourquoi? Quand il s'arrêtait, on procédait encore, nous allons revenir dessus, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle dans le jargon ferroviaire essai de frein. C'est-à-dire quoi? Les tests de freinage de cette rame avant de l'autoriser à engager, n'est-ce pas, cette portion de voie particulièrement dangereuse. Mais j'ai appris, avec les larmes aux yeux, que cette disposition de sécurité a été tout simplement annulée. En d'autres termes, moi je suis convaincu que si cette mesure existait encore, le train 152 qui devait marquer un arrêt technique à Makak, quitte à ce qu'on empêche les gens d'entrer, on aurait pu procéder à d'autres essais de frein et constater possiblement qu'il y avait une défaillance et peut-être sauver les vies. Voilà, quand vous me posez la question, est-ce que c'était prévisible? Je crois que j'ai donné qu'un avis technique, sans prendre une position. Très bien. Et à travers ces éléments, nous pourrons en être édifiés, mais tout à l'heure, vous nous direz pourquoi ces essais de frein ont été supprimés et quelles en ont été les conséquences. Mais déjà, docteur Herrero Djengwe, psychologue clinique, vous avez suivi de bout en bout l'organisation de la santé médico-mentale à la suite de cette catastrophe ferroviaire. Quelle est l'appréciation que vous en faites? Les familles aujourd'hui disent n'avoir pas eu droit à un accompagnement psychologique. Si je m'en tiens au cas du témoin que nous avons reçu ce soir,
pour ne rester que sur cet échantillon, quelle appréciation faites-vous de la prise en charge psychologique de ce drame? Eh bien, Eric, je crois que modestement, sans être porte-parole de quelque institution que ce soit, je dirais néanmoins qu'il ne faut pas surestimer le Cameroun. C'est-à-dire, en pareille circonstance, ne pas attendre de notre pays qu'il soit en capacité de mobiliser, notamment en santé mentale, une ressource humaine qui n'est pas formée, donc qui n'existe pas en quantité suffisante pour pouvoir se déployer sur le terrain des opérations. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est celui de l'organisation, c'est-à-dire de l'existence d'équipes ou de cellules qui sont construites, constituées à l'avance, qui sont connues à l'avance, qui sont positionnées à l'avance et qui, dans l'éventualité d'un incident de ce type, peuvent, sous l'autorité, n'est-ce pas, sous les indications ou la décision de l'autorité publique, se mobiliser pour aller au chevet et des blessés dans les premiers soins de secours dans le cadre des cellules médico-psychologiques. Donc, aller pour les premiers soins et ensuite, le tri étant fait, intervenir secondairement dans la prise en charge des victimes, des blessés, pour débriefer et aider à désamorcer tout le stress qui est prévisible en la matière et qui peut être à l'origine de traumatismes sévères. Donc, est-ce que au Cameroun, on a proposé un dispositif de cet ordre ou de cette nature en faveur des victimes? La réponse, c'est que la sensibilité des équipes ou des responsables ici et là a permis qu'il n'y ait pas une absence totale d'intervenants. On a pu voir donc sur le terrain des équipes plus ou moins spécialisées, d'urgentistes, médicaux, de pompiers, de forces de sécurité, qui faisaient ce qu'elles pouvaient faire en l'absence d'une préparation suffisante, préalable. Ensuite, les blessés dans les formations sanitaires où ils ont été envoyés ont trouvé quelquefois des professionnels plus ou moins préparés en santé mentale qui ont offert une certaine attention qui va dans le sens de l'accueil et du soutien psychologique. Je voudrais, avec votre permission, dire que bien que cette initiative en général dépend toujours de l'autorité publique, il y a eu quand même des initiatives locales qui n'ont pas attendu. Mais il faut saluer que, par exemple, la région du littoral, en la personne du gouverneur, ait signé un arrêté qui créait une cellule d'urgence médico-psychologique. Donc ça, c'est une initiative à saluer. Mais à l'hôpital à Quintini, par exemple, sans que cet arrêté ait été signé, l'idée était déjà lancée et ce qui s'y est fait, bien que ça ne soit pas parfait, est à saluer. Mais est-ce que le ratio offre-demande a été respecté? Eric, je crois que nous sommes au Cameroun et demeurons réalistes. Il faut avoir formé des professionnels, notamment en santé mentale, pour qu'en nombre suffisant, ils puissent être disponibles sur le terrain quand il y a ce type d'incident. Donc j'en profite peut-être pour dire que le drame des ECA devrait servir de stimulus et d'interpellation, n'est-ce pas, pour que dans les facultés en charge de la formation de ces professionnels, donc faculté de médecine, faculté des sciences humaines en psychologie, on mette l'accent sur les compétences nécessaires. Et donc, en nombre, il n'y avait pas de professionnels suffisants, mais je voudrais aussi relativiser en disant que ce type d'incident
n'est pas l'apanage exclusif des professionnels de la santé mentale. Il faut tout simplement que des personnes suffisamment dévouées, empathiques, douées de compétences relationnelles, d'écoute et d'aide, soient sensibilisées et préparées à l'avance. À l'avance. C'est pour ça que, par exemple, la Croix-Rouge, avec des équipes de volontaires ou d'autres associations d'aide aux victimes, peuvent se constituer et elles peuvent être capacitées par les spécialistes et faire en sorte que, à l'occasion de ce type d'incident, on ait une réponse acceptable. Mais que dites-vous du cas de cette famille que vous avez écouté ce soir, qui est dans un besoin énorme? Vous êtes psychologue, clinicien, vous en savez quelque chose, qui vit un drame du fait de l'absence d'un membre d'un des leurs et qui, paradoxalement, ne bénéficie d'aucun appui psychologique. Est-ce une deuxième catastrophe? On peut se permettre ce type de commentaire, Eric, parce que c'est un traumatisme supplémentaire. Hein. C'est que l'événement tel qu'il s'est présenté, en soi, même si on n'est pas directement concerné, et les médias en ont rajouté, avec des images qui défilaient, sans traitement, sans prudence, sans pudeur, sans considération quant à la sensibilité des personnes. Donc l'événement en soi traumatise, même quand on n'est pas directement concerné. Si on est concerné, on est sévèrement traumatisé. Alors qu'on a une information claire sur le sort de nos proches, à plus forte raison, quand on a la certitude qu'un de nos proches était dans ce train et qu'il y a l'absence totale d'informations sur ce qui lui est arrivé. Donc, le traumatisme est entretenu par l'incertitude. Et vous avez vu dans ce reportage comment le témoignage, déjà sur le plateau, mais le témoignage aussi de cette maman, laisse sentir sur le plan mental comme un tabou. C'est-à-dire que je n'ai même pas le droit de penser. Je n'ai pas le droit de réfléchir parce que si je m'écoute, c'est-à-dire si j'écoute ce qui vient comme pensée dans ma tête, ça m'amène à des conclusions qui peuvent être tout simplement inadmissibles, à savoir décréter le décès de quelqu'un, alors que ce n'est pas en mon pouvoir de dire, de déclarer qu'une personne est morte. Et donc, l'interdit de penser fait que le drame, la tension psychologique, le stress est exacerbé. Et c'est comme une torture dont est victime une personne qui, dans cette situation, aurait mérité une forme d'apaisement. L'apaisement ne ramène pas la personne décédée, mais l'apaisement autorise que l'on revienne à la réalité et qu'on apprenne à nouveau à envisager l'existence de manière acceptable, avec une absence qui est confirmée de la personne disparue. Donc, cette famille, ou ces familles, parce qu'apparemment elles sont nombreuses, auraient mérité, si l'organisation avait été rationnelle, aurait mérité, sachant qu'on a peut-être une liste de tous les voyageurs, on a la liste des victimes, mais sachant que telle victime a des contacts, on aurait cherché ces contacts, on aurait suivi les familles. Mais puisqu'on ne sait pas, apparemment, qui effectivement est concerné par le voyage, c'est-à-dire les voyageurs réels, comment prouver, cette famille d'ailleurs, qu'elle est concernée par ça? Et puis, c'est peut-être à elle, parce qu'elle est concernée, de se rapprocher des structures, même si elles ne sont pas nombreuses. À l'hôpital à Quintigny, j'insiste, il y a une cellule. Et donc, même s'il n'y a pas le nom de leurs proches sur la liste, elle pourrait se rapprocher de l'hôpital à Quintigny pour recevoir une aide psychologique. Alors, et du coup, Maître Charlotte Chakounté, je vous renvoie la balle. Dites-nous, dans quelle catégorie doit-on classer cette famille? Les disparus, les introuvables? Pourquoi? Merci Eric de me donner la parole. Je voudrais commencer par
dire un mot sur les interventions de mes deux frères qui m'ont précédé. Il ressort de l'analyse que vient de nous donner M. Tanké que la responsabilité de Cam Rai ne fait l'ombre d'aucun doute. Qu'il s'agisse de ce qu'il a appelé incident ou accident, ça relève de la défaillance de Cam Rai. Et tout à l'heure, le psychologue nous fait dire que, on a mis sur pied une cellule de suivi psychologique à Cam Rai, à l'hôpital La Quintini. Et je crois savoir que les Camerounais venaient de partout, dont les victimes, il peut en avoir partout, sur l'ensemble du territoire. Gloire à Dieu pour le gouverneur de la région du littoral qui a pris cette initiative. Je ne sais pas si ailleurs ça a été pareil. Cam Rai est où dans tout ça? Cam Rai est où par rapport au suivi psychologique? Les médias sont là pour nous éduquer, nous informer de ce qui se passe ailleurs. Nous voyons comment les Blancs se déploient quand il y a un accident largement moindre que celui-ci. Les équipes se déploient de partout pour essayer de secourir, ramener les autres à un état normal. Où est Cam Rai par rapport à ça? Et tout à l'heure, le psychologue a parlé d'absence et de disparu. Je voudrais insister sur ces deux notions en droit. En droit, on parle d'absent lorsqu'une personne est partie de son domicile pour une destination précise ou inconnue, mais dont les circonstances ne permettent pas de soupçonner qu'elle soit décédée. Je prends l'exemple de M. Poidina, qui est parti de chez lui pour un voyage à Yaoundé. Si arrivé à Yaoundé, il n'avait pas appelé son épouse pour dire « je reviens ». Je suis dans le train. Elle n'aurait aucune crainte à la suite de cet accident. On serait en train d'attendre, jusqu'à même après 5 ans, on l'appellerait absent. On dirait que M. Poidina Joseph est simplement absent. Et on parle de disparu en droit lorsque une personne, j'ai envie de dire disparaît, non, une personne se retrouve introuvable dans des circonstances telles que le drame des Eka. Qu'est-ce que je veux dire? Monsieur Poidina, par exemple, était dans ce train. Était-il parmi les accidentés? Nous croyons que non, en l'état actuel. Parce qu'il y a bien plus de 2 semaines, s'il était même dans le dernier village, le dernier quartier des Eka, je crois qu'on l'aurait retrouvé ou on aurait au moins annoncé son décès. Tel n'est pas le cas. Est-ce qu'il est dans les wagons qui sont encore dormants dans les ravins des Eka? Personne ne nous dit rien. Et là, en droit, au bout d'un certain temps, il est permis de le considérer comme disparu. Au bout de quel délai? Le délai, je ne sais pas exactement, mais ce n'est pas un délai très long, parce que ce drame s'assimile à un accident d'avion. Quand on sort de là et qu'on n'est pas mort, et qu'on est, qu'est-ce que je vais dire, quand on sort d'un accident d'avion vivant, c'est clair qu'on est vivant. Quand tel n'est pas le cas et qu'on ne retrouve pas les occupants du vol rapidement, on les considère comme morts. Alors, dans le cas d'espèce, tout porte à croire qu'il est resté dans ces avions. Ça, c'est mon analyse. Parce qu'il n'est nulle part. Il n'est dans aucun hôpital. Ils ont fouillé, ils ont sillonné toutes les villes. On ne l'a pas retrouvé. Donc, le droit permet qu'il soit considéré comme disparu. Et compte tenu de ce que je suis, particulièrement cette famille, je disais tout à l'heure que je m'attendais à voir quelqu'un de Cam Rai. Le psychologue a dit qu'on a cherché. Donc lui aussi, volontairement et de manière bénévole, a voulu apporter de son secours aux victimes. Mais il ne les connaissait pas. D'où la nécessité et l'urgence pour Cam Rai de sortir la liste de l'ensemble des passagers enregistrés ce jour-là. Je dis bien l'ensemble des passagers enregistrés parce que les non enregistrés, vous ne l'aurez jamais. Vous n'aurez jamais leur liste. Cam Rai même n'en a pas. Parce qu'ils n'ont pas été en mesure de faire leur travail avant la chute des wagons.
Et j'insiste, pourquoi? Parce que il y a des gens qui cherchent leurs proches, mais qui n'ont aucune idée de là où ils peuvent être. Il y a particulièrement une jeune fille qui vivait seule et qui n'a pas dit à sa famille qu'elle voyageait. C'est plutôt à un de ses collègues qu'elle a dit qu'elle partait à Yaoundé. Elle ne lui a pas indiqué par quel moyen elle revenait. Elle n'est pas revenue. Elle devait reprendre le travail le lundi. Elle n'est pas revenue. Était-elle dans ce train? Pourquoi Cam Rai ne publie pas? Au moins la famille saurait qu'elle était peut-être dans ce train et qu'elle est parmi les décédés. Il est donc impératif pour Cam Rai de faire sortir cette liste-là. Ceci ne serait-ce que par, je vais dire pitié, j'ai l'impression qu'ils ont tué leur cœur. Par respect pour le peuple camerounais. Parce que c'est de ça qu'on a besoin, au moins la liste. Alors, à travers ces listes, on saura combien sont recherchés. On saura parmi les recherchés combien ont été retrouvés. Et quels sont donc les noms retrouvés, je veux dire les disparus. Et s'agissant du cas précis de la famille Poadina, vous m'avez demandé de dire si elle est éligible. Je dis oui. Je réponds oui. Éligible elle est éligible à la réparation. À la réparation, je vais dire l'indemnisation. Mais sur quelle base? Ben, d'autant plus que, oui, d'après les informations qui ont été communiquées de façon officielle par Cam Rai, cette société a pris l'engagement d'apporter un appui financier pour l'organisation des obsèques à hauteur de 1 million, je crois. 1,5 million, voilà. 1,5 million francs CFA. Oui, oui. Alors, est-ce que cette famille est éligible? En ce qui concerne la famille Poadina, elle n'a personne à enterrer. Vous avez entendu sa sœur dire, excusez-moi, hein, je suis un peu grippée. Donc, alors, sa sœur nous a dit que la famille refuse même de décréter ce que Dieu n'a pas décrété. La famille refuse de croire qu'il peut être décédé. Alors, le 1,5 million francs était destiné aux familles qui ont des corps à enterrer. On n'a pas retrouvé celui de M. Poadina. Rien n'établit son décès. Alors, par conséquent, Cam Rai ne peut pas, à juste titre, lui donner le 1,5 million. Mais je crois que au moment d'indemniser, on devra tenir compte de cette famille parce qu'il ne fait l'ombre d'aucun doute que M. Poadina était dans ce train. Non seulement parce qu'on a retrouvé... Nous ne le souhaitons pas, mais c'est juste une hypothèse. Si on venait à retrouver la dépouille, elle serait éligible. Elle serait éligible, bien sûr. Si on retrouve la dépouille, la nécessité de l'inhumer s'impose. Et par conséquent, Cam Rai devra lui verser la somme d'1,5 million francs tel que décidé. Et en attendant, comment ou sous quel registre doit-on classer les disparus dans le processus d'indemnisation, puisqu'on est sans nouvelles? Nous sommes sans nouvelles. C'est vous qui parlez des disparus. Cam Rai n'en parle pas. Même les autorités camerounaises ont dit que tous les passagers ont été identifiés. Un laid mensonge comme ça. Hein? On dit que tous les disparus, tous les passagers ont été identifiés. C'est faux. D'où sort le cas de M. Poadina? On est fatigué. C'est vous qui parlez des disparus. Les autorités n'en parlent pas. Et ils sont nombreux, vous l'avez signalé. Donc c'est tant pis pour les disparus dont aucune trace n'existe. Chez M. Poadina, dans le cas de M. Poadina, Cam Rai est lié parce qu'il ne fait l'ombre d'aucun doute. Comme j'ai dit, nous avons pu avoir le numéro du siège qu'il était censé occuper. Donc il avait été enregistré. Il n'y a que ça qui puisse tenir Cam Rai. Et vous comprenez même pourquoi Cam Rai refuse de publier la liste. Parce qu'à travers la liste, on peut avoir d'autres personnes dont on n'imagine pas qu'elles soient dans le train. C'est donc un impératif pour Cam Rai de publier cette liste afin de tranquilliser un minimum de personnes dans cette nation. Alors, M. Tanké, d'un point de vue pratique, de par votre expérience, pourquoi est-il si difficile, pourquoi y a-t-il autant de mystères autour de la publication d'une liste? Bien, très modestement, je voudrais tout simplement dire que tout passager, tout voyageur qui se trouve dans une rame, dans un train de voyageurs, sans un titre de transport, est ou était considéré comme un voyageur clandestin.
il était considéré comme quelqu'un qui se livre à la filouterie du transport. Ça, gardons ça en mémoire. Et dès lors que le contrôleur le trouvait dans le train, on lui émettait pas un billet de voyageur, mais plutôt un titre de transport qui est comme une pénalité. Il est frappé, n'est-ce pas, à double, on appelle ça double tarification. Ça, c'est qu'on garde ça en tête. Bon, maintenant, ce qui se dit à Yaoundé, il se pourrait qu'à un certain moment donné, on a ordonné aux voyageurs d'entrer dans le train. Le Camra, il y en a l'habitude. Bon, je sais que c'est... généralement, ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas, j'en parle au passé, parce que pendant que nous y étions, c'était des pratiques incroyables, inimaginables, impossibles. Là, vous parlez à l'imparfait. Oui. Mais au présent de l'indicatif, c'est bien ce qui s'est passé. Au présent de l'indicatif, justement, je voudrais rappeler l'histoire pour qu'on voit déjà, n'est-ce pas, la méthodologie avant de voir ce qui s'est passé pour la suite. Bon, maintenant, au présent, j'ai appris qu'on a donné l'ordre aux voyageurs d'entrer dans le train. Et donc, en dehors des personnes qui avaient des tickets payés directement à la caisse, ceux qui sont entrés sans titre de transport, on peut pas les quantifier. Et, ma foi, on parle d'une surcharge de wagons. Je voudrais vous rappeler, et à tous vos téléspectateurs qui nous écoutent de par le monde, que les trains de voyageurs ont des indications du nombre de voyageurs assis et du nombre de voyageurs debout. Je vous donne les chiffres. Dans un wagon de voyageurs, il est prévu 88 places assises et 36 debout. Pourquoi 36? Pourquoi? Parce que ça permet la circulation des personnes qui veulent aller par exemple aux toilettes ou alors de l'équipe de contrôle de faire leur travail sans difficulté. Et à partir du moment où on a demandé aux gens d'entrer n'importe comment, compte tenu de l'incident ou de l'incident, hein, c'est un incident qui est arrivé sur l'Axo, oui, à Maniaï, automatiquement ça fait un effet d'entonnoir. Tout le monde a convergé vers le chemin de fer. Donc il y avait beaucoup de monde. Personnellement, vraiment, à mon humble avis, on ne peut pas quantifier le nombre de personnes qui avaient pris le fameux 352 de ce jour. Et du coup, je vous fais un schéma, un tableau. Du coup, on peut se retrouver avec plus de personnes, enfin, on s'est retrouvé, hein, pas qu'on peut, on se retrouve avec plus de personnes qu'il en faut dans le train. Oui. Et j'ai dit que la pratique maintenant, on peut arriver en retard, on est dans le train, on avise le conducteur et puis le contrôleur et puis on paye son ticket. Ça ne se passait pas comme ça. Si vous êtes en retard, vous êtes en retard, vous ratez votre train comme ça se passe partout. Ou alors vous venez à temps, vous prenez votre ticket et vous êtes enregistré, vous prenez place à bord. Là, on a le temps de vous identifier et de faire un manifeste, sachant que telle personne se trouve dans le train, dans tel wagon, il a tel numéro de billet. Alors, j'ai peut-être perdu le fil de la question que vous avez posée, mais il me brûlait de donner ces détails pour que nous soyons d'accord sur la pratique normale, qui est sûrement peut-être devenue anormale. Donc, du coup, ce sont ces éléments-là qui contribuent à mystifier, entre guillemets, la publication du manifeste. Vous faites bien de mettre les guillemets, parce qu'en réalité, je vous ai démontré qu'il est impossible. Oui. Il n'y a pas un appareil de décomptage de personnes qui couraient vers la rame pour prendre une place et se rendre à Douala ce jour. Mais dans le cas d'espèce... S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, maître, je ne sais pas si vous avez déjà vu une image de train en surcharge. Les voyageurs sont partout, accrochés au marchepied, sur la passerelle qui lie deux wagons, et dans le parloir, c'est-à-dire que le petit espace où on entre avant d'aller dans le wagon, mais je vous assure, il est impossible de circuler. Et bon, maintenant, chacun dit le contrôleur devait émettre les billets en cours de route. Je veux bien, mais ce n'est pas possible, pratiquement. Je voulais dire que le délit de filouterie de transport, là, ne peut pas marcher ici, hein, parce que c'est Camrail qui autorise les passagers à entrer. Non, donc, l'infraction... Oui, je dis que même en l'état actuel, lorsque le train roule normalement, chacun doit acheter son billet en gare. Et à ce moment-là, si on vous surprend dans le train, vous payez avec une pénalité. Dans le cas d'espèce, il n'y a pas de filouterie. C'est Camrail qui a organisé ce désordre.
dit-on avec l'autorisation du ministre des Transports. Moi, je ne sais pas, les gens de Camrail ne sont pas des agents d'exécution, c'est des techniciens. Le ministre n'a rien à faire avec les rails. Le ministre n'a rien à faire avec les rails pour dire qu'il donne un ordre impératif. C'est Camrail. C'est Camrail le problème. Si par exemple le ministre avait demandé qu'on ajoute des ailes aux wagons pour que les wagons deviennent des avions, aurait-il fait ça? C'était impossible. Donc les employés en poste devaient dire non, ils ne peuvent pas exécuter cet ordre-là. Voilà ce que ça a coûté. Oui, peut-être en vous emboîtant le pas. La sécurité de circulation, de quelque circulation que ce soit au chemin de fer, est consignée dans des documents qu'on appelle Instructions générales de sécurité. Il y en a 10, numérotés de 0 à 9. Alors, les textes sont froids. Quand quelqu'un de dehors, même si c'est votre patron, enfin votre chef, qui vient vous donner une injonction de faire ou de poser un acte qui est en contradiction avec les textes réglementaires, on peut facilement lui dire, monsieur, je vous respecte, mais je suis dans l'obligation de ne pas respecter cet ordre que vous donnez. Voilà. C'est prescrit. Voilà. On ne blague pas avec la sécurité de circulation. Quelle que soit la nature de la personne qui donne l'ordre, je vous dis quel que soit, je voudrais être modeste, bien sûr. Je ne voudrais pas citer. Je dis bien, quel que soit, ça peut être votre chef de gare, ça peut être votre inspecteur. inspecteur. L'autorité de tutelle, le ministre des Transports doit pouvoir lui dire non, quand les conditions ne sont pas réunies. Dès lors, on provoque, sans le vouloir, n'est-ce pas, on met le candidat des conditions d'avoir on appelle ça quoi, un incident qui pourrait aboutir à un accident. Donc, mais Maître Tchakounte, oui. Lorsqu'on est ministre des Transports, avant de formuler une instruction, une recommandation, on doit recueillir des avis techniques. Mais recueillir des avis techniques, pour faire quoi? Si le ministre ne sait même pas ce qu'on appelle rail. Vous savez que le Cameroun, c'est l'un des rares pays où on affecte à la tête des départements ministériels des gens qui n'ont rien à faire avec ce pourquoi ils sont là. Vous savez que c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et puis, il y a un excès de zèle qui est entretenu de part et d'autre. On est là, on ne sait par quel moyen, par quelle alchimie on a été nommé. Et ça fait qu'on ne prend même pas son poste au sérieux. On s'en fout des conséquences, des actes néfastes qu'on peut poser. C'est de ça qu'il est question. D'où sortir qu'un ministre, parce qu'on lui dit qu'il y a surnombre, il y a un excédent de passagers, qu'est-ce qu'on fait? Il vous dit, prenez, il a dit quoi? Quelle est la formule? De renforcer. Dites-moi, qu'est-ce qu'il a dit? Renforcer vos capacités. Ça veut dire quoi? D'ajouter les wagons au-dessus des autres ou de faire simplement un rallongement. Il s'attendait à quoi? Oui, mais sur quelle base est-ce qu'il a attendez, c'est le ministre des Transports. C'est le ministre des Transports. Il faut que les Camerounais changent de mentalité. Les gens doivent être capables de dire, je suis désolé. Comme vient de dire M. Tanque, je vous respecte, mais ce que vous me demandez n'est pas possible. Quitte à sacrifier son travail. Très bien. Alors, docteur Diengwe Herrero, tous ces éléments-là ont-ils contribué à façonner, à renforcer le traumatisme dans lequel baignent aujourd'hui non seulement les victimes, les proches des victimes, mais la communauté nationale tout entière? Permettez-moi, Eric, avant de répondre à cette question, de revenir sur deux aspects des commentaires faits par mes prédécesseurs au micro. D'abord sur la quantification, n'est-ce pas, le décompte des passagers, ceux qui auraient emprunté le train ce jour-là. Je m'interroge dans le contexte actuel de la sécurité au Cameroun. Donc, il ne s'agit pas de la sécurité de la navigation ou des transports ferroviaires. C'est un contexte sécuritaire que nous connaissons tous. Et il y a des exigences de vigilance, de contrôle, voire de surveillance, qui, dans certaines circonstances, s'appuient sur des instruments relativement accessibles qu'on appelle la vidéosurveillance. Et donc, je m'interroge
par rapport à ce contexte sécuritaire, de la capacité d'une entreprise comme celle-là à s'offrir un outil de vidéosurveillance qui, le cas échéant, avec les bandes enregistrées, aurait pu permettre de visualiser et donc de décompter tous ceux qui auraient emprunté le train à cette occasion. Peut-être que je rêve, mais je ne suis pas sûr qu'un dispositif comme celui-là soit si inaccessible techniquement parlant. Donc, est-ce que l'entreprise dispose d'un matériel comme celui-là de vidéosurveillance qui pourrait donc être sollicité pour aider à répondre à la question du nombre de personnes qui auraient emprunté? Voilà, donc c'est une question, je m'y interroge. La deuxième chose concerne le commentaire de Maître Chakunte au sujet des disparus et des absents, n'est-ce pas? Dans une perspective strictement psychologique, on va considérer que les familles qui déclarent que leurs proches sont absents sont tout simplement en proie à ce que ça coûte mentalement, psychologiquement, de déclarer quelqu'un mort. Regardez un peu dans les hôpitaux ce que ça coûte à un soignant, médecin, infirmière ou autre, qui s'est occupé et s'est battu comme il a pu pour maintenir quelqu'un en vie sans succès. Le dénouement fatal est là et la famille est là, dans la salle d'attente, ou en tout cas attend d'en savoir plus. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça coûte aux soignants d'aller annoncer cette mauvaise nouvelle. Donc, annoncer la mauvaise nouvelle du décès, c'est un travail psychologique extrêmement éprouvant. Mais le soignant ou le professionnel a l'avantage ou le privilège de ne pas être directement concerné. Donc, à titre professionnel, fera ce qu'il faut comme effort pour être en capacité de fournir cette information. Imaginez donc que ce soit les parents, les proches parents d'un passager qu'on ne retrouve pas, qui prennent la responsabilité de déclarer le décès de leurs proches. C'est un peu mentalement comme tuer cette personne. C'est clair. Hein? Ça veut dire que je serais en train de tuer la personne. Sûr, annoncer que la personne est morte, c'est la tuer mentalement. Et donc, c'est une violence supplémentaire qu'on ne devrait pas infliger ou imposer aux familles. Il faut bien qu'une autorité différente prenne sur elle la responsabilité de cette déclaration. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais je voudrais que vous notiez que la distinction que j'ai faite, c'est strictement sur le plan juridique. Parce que leur attitude est légitime, elle est normale, même sur le plan spirituel. C'est un acte grave que de dire que quelqu'un est décédé, alors que tu peux t'accrocher à la foi pour croire qu'elle reviendra. Donc, bien sûr. Et sur la profondeur du traumatisme. Bien sûr. Donc, en y revenant maintenant, je crois que nous en avons un peu l'expérience. On n'a pas besoin d'aller dans le drame des cas pour savoir ce que peut apporter comme réconfort, la seule assistance, la seule présence, la seule attitude de compassion et d'empathie que recevrait une victime. N'est-ce pas? Si je suis concerné par un drame, même mineur, et que mon voisinage s'attarde quelques minutes, vienne auprès de moi, porter avec moi mon désarroi, alors ça a un effet d'apaisement. Parce que premièrement, mon drame est reconnu, et deuxièmement, il n'est pas banalisé. Donc la douleur que je ressens est partagée et portée par l'autre. Donc l'élan d'empathie est un petit remède qu'il faut absolument offrir à toutes les victimes. Malheureusement, le silence dont on a parlé, l'incertitude dont on a parlé, l'indifférence apparente à laquelle on assiste, serait comme une façon, n'est-ce pas, de dédramatiser ou de quitter ou d'enlever de la valeur, de l'importance à cette tragédie. Eric, ce serait donc du point de vue
psychologique, tout simplement, un indice de surtraumatisation. Ça veut dire qu'on en rajoute à la douleur de l'autre en étant insensible et indifférent. Je voudrais donner le témoignage de Madame Poidina. Moi, c'est ma filleule, mais je n'arrive pas à l'approcher. Mais ceux qui vont vers elle me disent que parfois, pendant que vous êtes là, il y a un message qui passe, c'est peut-être le président de la République qui souhaite un prompt rétablissement à toutes les victimes et qui adresse ses condoléances et plus attristées aux familles des décédés. Alors, elle réagit, elle dit, écoutez alors, et il ne dit rien pour les familles des non-retrouvés. Qu'est-ce qu'il dit pour nous? Donc nous on attend, est-ce que vous imaginez? Elle ne dit en rien, mais vous sentez sa douleur parce que au fur et à mesure que les jours passent, elle maigrit, elle sèche, c'est très grave. C'est très grave. Où est donc Camraille aujourd'hui? Ok. Alors, Thomas Tanquet, dites-nous tout à l'heure, vous parliez d'un élément assez important, la suppression des essais de frein. Pourquoi a-t-on supprimé cet aspect-là qui aurait pu, à vous entendre, limiter, sinon empêcher la catastrophe? Eric, personnellement, je ne peux pas me risquer à donner une réponse à cette question. Parce que je suis dépassé. Je ne peux pas me risquer, pourquoi? Parce que les responsables en poste sont encore là. Ils sont mieux placés pour nous donner la raison ou les raisons fondamentales qui les ont motivés à supprimer ce poste de visite. On appelle ça un poste de visite en langage technique. Bien. J'ai aussi appris, je n'aime pas souvent verser dans les rumeurs, qu'on avait supprimé ces postes et que la plupart de ceux qui les occupaient ont été poussés malgré eux à la retraite anticipée. C'est discutable. Je ne sais pas. C'est possible. Et alors, si les gens ont atteint l'âge normal de la retraite, et s'il y a des jeunes qui sont là, pourquoi ne pas, à mon avis, désigner d'autres personnes qui continuent à faire la même chose? Dans le même temps, le cahier de charges qui avait été donné à Camraille, je n'ai pas tout ça en tête, mais il y a un élément que je voudrais vous dire. C'est qu'il y avait une adéquation entre le nombre d'expatriés et les travailleurs locaux, nationaux. Le ratio était de 1 pour 1000. C'est-à-dire un expatrié pour 1000 agents qui travaillent ici. Allez voir. Il y en a qui vont devenir soit des balayeurs ou je ne sais pas quoi. Les expatriés. Ils sont plus nombreux que ce qui a été dit. Bon, je prends ce virage pour dire quoi? En fait, ces 5 éléments qui travaillent là-bas parce qu'ils travaillaient en système on appelle ça de rotation. Je crois que leur salaire pour les 5 en un an n'atteignait pas le salaire de l'expatrié qu'on fait venir à Camraille pour un mois. Donc, vous voyez, une sorte de disproportion qui donne à réfléchir. Parce que personnellement, j'ai dit que je ne peux pas donner un avis. Une erreur d'appréciation à ce niveau, tout à fait. À vous entendre, mais il me semble qu'il existe la boîte noire du train qui permet d'établir la vérité sur la vitesse de circulation du train. Ça s'appelle la bande Coloc. La bande Téloc. La bande Téloc. Oui, Téloc, oui. Très bien. Alors, cette bande Téloc a-t-elle été retrouvée? Vous avez des informations là-dessus? Bien, la machine n'a pas brûlé. Ça dit que elle doit être là. Ça, c'est une logique. Ok, donc la commission d'enquête, la commission nationale chargée d'établir la vérité devra certainement s'il vous plaît, oui. Avec votre permission. J'ai été surpris, avec quelques nuances, de la réaction de la direction de Bolloré, qui, depuis la France, commençait déjà à trouver le bouc réservé à Azazel qu'on doit larguer pour expier les péchés de Camraille, disant que c'est le conducteur qui était en excès de vitesse. De toutes les mais façons, curieusement, restons
curieusement, ça a évolué. Parce que c'est eux-mêmes qui disent que c'est une défaillance du système de freinage. Je voulais que... Parce que depuis on parle du système de freinage... La commission d'enquête est appelée à rendre sa copie dans les tout prochains jours, puisque le président de la République qui a mis en place cette commission d'enquête-là a prescrit un délai de 30 jours, il me semble. Alors, en guise de recommandation, que faut-il pour soigner ces plaies psychologiques, docteur Djangwe? Merci pour cette question, Eric. Je crois que ça nous donne aussi l'occasion de repréciser de quoi on parle quand on parle de traumatisme, n'est-ce pas? Parce que nous sommes habitués, avec les accidents de Benskin et les accidents habituels de la route, à des blessures physiques qui concernent en général l'intervention de chirurgie et de traumatologie. Donc, sur le plan physique, c'est un traumatisme et on est habitué à ça. Et ça a le mérite et l'avantage de se voir, n'est-ce pas? Si on est amputé d'un membre, on voit ça. Et puis, en général, le handicap que ça va engendrer pour la victime, c'est quelque chose qui peut s'imaginer. Ça peut peut-être déclencher une certaine compassion, voire une certaine solidarité pour aider la personne à survivre à ce traumatisme physique. Le problème maintenant, c'est que le psychotraumatisme, ce sont des blessures, ce sont des plaies invisibles, n'est-ce pas? Ça se passe au niveau mental et au niveau mental, ça peut être plus létal, même mortel. Ça veut dire que la sévérité, la gravité du psychotraumatisme peut être de toute une vie et on peut ne pas s'en remettre. Comment fait-on pour finalement aider les personnes à survivre à un drame comme celui-ci? Donc, on va leur proposer, dans le cadre d'un suivi spécialisé, une attention médico-psychologique qui permet d'abord de désamorcer très rapidement, c'est-à-dire dans les 24 à 48 heures qui suivent le drame, un peu comme quelqu'un qui se serait renversé et qui a de la poussière, on va enlever donc très rapidement toutes les émotions, toutes les pensées confuses, n'est-ce pas, qui sont liées au choc. Très rapidement, on va faire en sorte que ça disparaisse. Et puis, on va suivre sur le mois, les 3 mois, jusqu'aux 6 mois qui vont suivre l'individu, les familles, et éviter que ne s'installe maintenant quelque chose de plus létal, de plus grave, qui serait le psychotraumatisme, qui désorganise sur le plan émotionnel, sur le plan comportemental, les vies. Et même les enfants, il faut vraiment penser aux enfants, c'est-à-dire que les enfants qui ont vu ça, ou les enfants qui sont les orphelins, vont vivre un drame insoupçonnable. C'est important qu'il y ait, en guise de recommandation, une structuration, et il n'est jamais trop tard, pour qu'une équipe permette, avec une adresse qui est claire pour tout le monde au niveau national, d'aller rechercher et trouver un appui psychologique qui va aider les victimes à survivre à ce drame. Très bien. Alors, vous ne partez pas, restez avec nous. Je vous propose de franchir un autre palier de cette émission. Il s'agit du cas social de ce soir, qui se structure essentiellement autour d'un cas d'un enfant que nous avons repéré à Yaoundé, dans la capitale du Cameroun, et qui est né sans appareil génital. Suivez ce reportage et juste derrière, nous vous donnons quelques nouvelles avant de sortir. À tout de suite. Au domicile de ses parents, au quartier éleveur à Yaoundé, le petit Ndongo Sakwe Jovan joue sur le fauteuil. Je suis arrivé très tôt le matin, on m'a dit que l'enfant est né sans sexe. Je me suis posé la question comment se fait-il qu'un enfant peut naître sans sexe? C'est là que je me déporte à la chapelle d'Etoudi. Je me rends compte que c'était vrai. L'hôpital des sœurs. Donc j'arrive donc, on me dit que voilà, comme tu vois, l'enfant est né sans sexe. J'ai dit c'est quelle histoire encore?
j'étais dépassé parce que déjà, dans notre famille, on n'a jamais eu ce genre de situation. Quand c'est arrivé, j'étais vraiment dépassé, les larmes dans les yeux. Donc je ne peux pas vous dire vraiment parce que j'étais dépassé, à la limite même pour dire que je pouvais m'aller me faire du mal pour rien. Moi j'ai trouvé que ce n'était pas la raison. Et que si ça arrivait, il fallait juste qu'on se batte pour essayer de trouver une solution. On va opérer, on va faire l'opération, on va coudre l'overge pour que ça se forme. La grande surprise, comme le temps passe, lui grandit, la blessure grandit aussi. Donc c'est peut-être déjà à l'âge de 2 ans que moi que j'ai pris conscience que ce n'était pas une petite affaire. Parce qu'au début, moi je sous-estimais. On a fait la démarche au niveau des hôpitaux comme d'habitude, c'est-à-dire échographie par-ci, examen par-là, et des comprimés à prendre. Donc, durant sa grossesse, il n'y avait aucun problème. Rien ne se faisait pressentir comme il y avait un souci. Les médecins me disent que voilà, il faudrait que j'amène l'enfant au niveau de l'hôpital central ou la fondation Chantal Biya. Je porte l'enfant le même jour. Je l'amène à l'hôpital central. Je tombe sur le docteur Ndomo. Il me dit que voilà, comme voilà, on peut gérer, voilà, il me met sans problème, il me dit que voilà, on peut gérer ici au Cameroun sans problème. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Monte, tu peux faire tel examen. Il m'a donné toute une liste d'examens qui coûtait environ dans les 250 000, 300 000. Je suis allé, je me suis battu comme je pouvais, comme un lion. J'ai pu faire ce que je pouvais faire, j'ai tout fait en fait. Bon, je reviens le voir, il me dit que voilà, il faudrait qu'on aille maintenant rencontrer le professeur ou le docteur nous connaît. On m'a mis sur bac. Encore les examens que je rentre maintenant au centre Pasteur pour faire l'examen du contrôle encore pour voir si c'est fini. Je suis allée au centre Pasteur faire l'examen. Je vais encore lui présenter, il me dit que allez-y parce qu'il voit encore les batteries et il faut qu'on rentre directement pour l'opérer. Avec les produits qu'on a mis sur lui, ça avait un peu bloqué les microbes, on va l'opérer. Faute pour l'instant de soigner le mal scientifiquement, des traditionalistes conseillent aux parents de Jovan de scruter des voies métaphysiques, ce à quoi ces derniers ne croient pas. Dans ma famille, la famille signée, nous sommes d'abord chrétiens. Donc avant de penser aux rites traditionnels, donc les voies traditionnelles, marabout et tout. Des mots tabous comme quoi l'enfant est compliqué. Comme le petit disait tantôt, si on le met au bord d'une mer, on va aller l'abandonner là-bas. On va tourner le dos, on va trouver qu'il s'est transformé en serpent. Mais nous, on ne croit pas à ces choses-là. Donc, raison pour laquelle l'enfant, lui, il est là jusqu'aujourd'hui, malgré les calvaires que nous vivons dans cette famille. Depuis sa naissance, il y a 4 ans, Ndongo Sakwe Jovan n'a pas de sexe. Il est devenu un véritable fardeau pour ses parents. Là où il est, il porte toutes les couches. Quand la couche est en train de chauffer.
Voilà, tout de suite, nous allons justement faire le point des différentes contributions avant de sortir de cette émission. Et nous recevons à l'instant précis Irène Tembe. Bonsoir. Bonsoir Eric. Et bienvenue. Merci. Alors, quelles sont les contributions que nous avons enregistrées cette semaine? Les différentes contributions que nous avons enregistrées cette semaine sont les suivantes. Madame Rosalie, 20 000 francs. Madame Dikome Pauline, 5 000 francs. Manka Joséphine, 7 000 francs. Comken Paul, 2 000 francs. Maman Madeleine, 15 000 francs. Monsieur Stéphane, 5 000 francs. Arnold Offan, 4 000 francs. Nicodème, 10 000 francs. Piment, 10 000 francs. Marina, 4 850 francs. Monsieur Tchoko, 10 000 francs. Fondation Adadi, 50 000 francs. Monsieur Tapindi, 4 850 francs. Jumkwa, 4 850 francs. Stéphane, 2 850 francs. Abdoran, 2 000 francs. JH, 9 850. Chonan, 450. Birolong, 3 350. Kamgan, 5 000 francs. Atme, 950. Kamdem, 10 000 francs. Madame Baya, 4 850. Rodrigue Ismaël, 5 000 francs. Mekwedje, 9 850. MT, 2 000 francs. Etonde, 3 000 francs. NGAP, 500 000 francs. Une chrétienne de la cité Sikam, 2 000 francs. Dôme du Gabon, 20 000 francs. Famille Semo Sango, 5 000 francs. Famille Mudo, 5 000 francs. Nama, 450. Dehele Pierre, 2 500. Chokonte Ekmon, 10 000 francs. Emma de Marois, 5 000 francs. Sylvie de Yaoundé, 5 000 francs. Siwe Martin de Bamelec, 5 000 francs. La famille Fopa, 2 000 francs. Beauté Malonguet, 5 000 francs. Madame Feuilla Geneviève de Paris, 10 000 francs. Maman Jeannette, 3 700. Sans oublier Pointe-Noire, 50 000 francs. Je tiens aussi, Eric, à remercier nos généreux bienfaiteurs, surtout Madame Aurélie de Suisse, Monsieur Charles Doum du Gabon et Monsieur Amadou du Niger.
Voilà, merci pour vos différentes contributions. Quel est le montant total? Le montant total s'élève à 812 400 francs CFA. Voilà, 812 400 francs CFA enregistrés en 7 jours. C'est bien cela. Tout à fait. Voilà, c'est l'occasion de vous dire merci pour la confiance renouvelée à cette émission. Ensemble, nous irons loin. Nous contribuerons à donner du sourire à ceux qui en ont besoin, à tous ces cas sociaux qui présentent un visage plutôt pathétique. N'hésitez pas, n'hésitez plus à apporter vos différentes contributions au numéro qui s'affiche bien évidemment au bas de votre petit écran. Il s'agit simplement de faire un SMS. Un SMS, c'est un numéro qui est également disponible sur les réseaux sociaux que sont WhatsApp et IMO. Donc vous faites simplement un SMS et puis nos équipes se chargent ensuite de prendre attache avec vous dans les plus brefs délais. Mesdames, Messieurs, merci pour votre aimable attention. Merci au public qui est venu assez nombreux ce soir vivre l'émission avec nous. Merci à tous les experts, Monsieur Thomas Tanké, Maître Charlotte Chakunte, Dr Eroro Djengwe. Merci à toute la grosse équipe technico-artistique qui m'a accompagné dans la préparation de cette autre édition. Mesdames, Messieurs, ne l'oubliez surtout jamais, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Ensemble, nous contribuerons à donner du sourire à ceux qui en ont besoin, car la moindre oreille, la moindre écoute peut être aussi un comprimé susceptible d'apporter la guérison à des personnes qui vous entourent. Merci pour votre aimable attention. Nous aurons le plaisir de vous retrouver jeudi lorsqu'il sera 20h45. Bonsoir.